Voici maintenant la troisième capsule du cours de traitement thermique de la semaine numéro 5. Je vais, dans cette capsule-ci, qui va être plus courte que les deux précédentes de la même semaine, clore sur le sujet des revenus. Je crois qu'à ce stade-ci de la session, je suis un petit peu, ni en retard ni en avance. J'essaie de synchroniser ma théorie avec les activités de laboratoire. Je me préoccupe toujours de m'assurer que la théorie, l'ensemble de la théorie de chacun des sujets qui est couvert dans le cours de traitement thermique puisse précéder les activités de laboratoire afin de vous permettre de comprendre les objectifs et les opérations de chacune des activités de laboratoire. Nous avons entamé le laboratoire numéro 3 durant cette semaine numéro 5. Il reste à clore, bien entendu, aussi le deuxième laboratoire, terminer les prises de dureté pour le laboratoire numéro 2 concernant le durcissement martenstique. Et le lab 3 est amorcé. Les traitements thermiques de trempe sur les éprouvettes de traction de 4340 qui vont être éventuellement revenus euh, au courant de la semaine prochaine. Euh, Afin de vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer au niveau des transformations lors de l'étape du revenu auquel nous allons procéder la semaine prochaine sur nos éprouvettes de traction. J'ai expliqué le revenu d'adoucissement, qui reste encore des choses à dire concernant le revenu d'adoucissement. J'ai escamoté certains sujets dans la capsule précédente concernant le revenu d'adoucissement pour expliquer à l'avance qu'est-ce qu'était le revenu de durcissement appliqué sur certains alliages. Je vais en profiter dans cette capsule-ci pour terminer le sujet du mécanisme de revenu de durcissement. Et ensuite, je vais revenir sur l'outil principal concernant le revenu d'adoucissement et comment travailler avec l'outil en question parce que il reste encore certains diagrammes à expliquer dans le cours de traitement thermique. On connaît les diagrammes TRI, TRC, TRC modifié, et il reste un autre petit diagramme euh, en rapport avec le traitement de revenu des aciers et ça va correspondre au sujet suivant tout de suite après le revenu de durcissement dans cette même capsule. De sorte que cette capsule-ci va être relativement courte. Je ne veux pas trop m'avancer plus loin dans la théorie du cours de traitement thermique, de façon à ce que vous puissiez être capable de suivre le rythme. Et je m'efforce toujours d'être en synchronisme avec les activités de laboratoire. La semaine prochaine, l'ensemble de la théorie va être en lien avec déjà le quatrième laboratoire, où je vais expliquer en détail l'effet des éléments d'alliage sur les traitements thermiques des aciers. On va couvrir l'ensemble des principaux éléments d'alliage et je vais en profiter pour expliquer quand même assez en détail la manière dont les éléments d'alliage vont influencer le durcissement des aciers lors des traitements thermiques. Justement, une des façons dont les éléments d'alliage vont influencer les propriétés mécaniques lors d'un traitement thermique, c'est en plein le sujet concerné par le revenu de durcissement. J'avais expliqué que lorsque il y a suffisamment d'éléments d'alliage, donc ça en prend quand même passablement beaucoup, les éléments d'alliage carburigène lors du revenu ont l'occasion de réagir chimiquement, de se lier chimiquement avec les atomes de carbone ayant quitté la martensite
Donc, et pour former des, des petits morceaux de carbure très finement disséminés dans la matrice d'acier. Normalement, ça va être la matrice est constituée d'un mélange de martensite appauvri en carbone et une certaine réapparition de certaines phases d'équilibre, en l'occurrence la ferrite, voire même de la perlite et de la bénite, mais en très petite quantité. Donc, les carbures servent à durcir la matrice et ils agissent en bloquant l'avancée des dislocations, ce qui donne finalement ce durcissement provoqué par l'apparition des carbures compense la perte de dureté de la martensite dû au délogement d'un certain nombre d'atomes de carbone de la martensite, permis par la remontée en température de l'acier lors du revenu. Donc, je vous avais montré dans la capsule précédente qu'effectivement, lorsqu'on atteint une certaine température de revenu, il y a un phénomène, donc les carbures, la diffusion du carbone est telle qu'elle permet la rencontre avec des éléments d'alliage déjà présents dans le métal, les éléments d'alliage fortement carburigènes. Et lorsque les carbures se forment, eh bien, il y a un durcissement qui se provoque lors du revenu et même qu'on s'est aperçu que la dureté globale de l'acier dépasse la dureté à l'état brut de trempe. Donc, et ça, c'est très intéressant. Pas uniquement parce que la dureté est plus élevée, pas uniquement parce qu'on est capable d'atteindre une dureté vraiment optimum, mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est là que j'en étais rendu à expliquer l'importance de former de tels carbures dans l'acier dans certaines applications. Donc, j'avais expliqué que la ténacité, elle est garantie lors du revenu par un retour très partiel à l'équilibre, donc l'apparition de certaines phases d'équilibre, en l'occurrence la ferrite, la perlite, et aussi l'appauvrissement en carbone de la martensite qui va redonner à l'acier lors du revenu, puis ça va être le cas aussi tant du revenu d'adoucissement que du durcissement. Il y a un regain de ductilité qui va redonner de la résistance au choc aux aciers trempés. Et là, je reviens avec les carbures qu'on a fait apparaître lors du revenu de durcissement. Lorsqu'il y a suffisamment d'éléments d'alliage, en l'occurrence tungstène, vanadium, molybdène, titane, ben, lors du revenu, la diffusion du carbone permet la formation de ces carbures-là dans l'acier. Et l'intérêt de former de tels carbures, il est double. Autrement dit, c'est que il permet, oui, de garantir une limite élastique, de garantir, autrement dire, le maintien d'une résistance, tout en allant chercher de la ténacité, même on est témoin d'une résistance un peu plus élevée que ce qu'on avait à l'état brut de trempe. Donc, faut constater l'énorme avantage. Donc, quand je disais que dans les alliages métalliques, lorsqu'on les durcit au maximum, ils perdent la ductilité. Que ce soit, peu importe la manière dont on durcit les métaux, l'affinement des grains, des formations plastiques, ajout d'éléments d'alliage. Mais là, j'aimerais encore faire ressortir le fait qu'avec certains aciers contenant des éléments d'alliage fortement carburigènes, on contourne cette règle très générale-là propre aux alliages métalliques. On contourne la règle d'augmenter la dureté tout en maintenant de la résistance au choc ou une certaine ductilité. Donc ça, c'est vraiment là une exception dans toute la grande famille des matériaux d'alliage métallique avec les aciers contenant en quantité suffisante certains éléments d'alliage. On arrive à augmenter la résistance mécanique et la dureté à un plafond très maximum tout en maintenant de la ductilité et donc de la résistance au choc. C'est la seule façon, soit dit en passant, dans tous les alliages métalliques confondus, les aciers à forte teneur en éléments d'alliage, trempés et suivis d'un revenu à haute température, c'est
seule occasion pour laquelle on arrive à obtenir une dureté vraiment maximum tout en ne fragilisant pas l'alliage, tout en ayant une résistance au choc qui est garantie. Et ça, c'est d'une importance capitale. Beaucoup d'objets de la vie de tous les jours, beaucoup d'inventions, beaucoup de technologies seraient impossibles à réaliser aujourd'hui s'il n'y avait pas ce type d'acier-là, si on ne pouvait pas faire combiner ensemble, coupler ensemble une résistance et une dureté extrême tout en ayant en même temps une forte résistance au choc. Et c'est pas tout. Parce que beaucoup d'opérations requièrent des températures plus élevées pour réussir. Donc, les carbures, autrement dit, qui sont formés dans ce type d'acier-là, sont très stables. Ils sont très difficiles à décomposer. De quelle manière on arrive à défaire des carbures dans un acier? Ben, c'est en chauffant l'acier. Mais les différents carbures ne se décomposent pas tous aux mêmes températures. Le carbure de fer, en l'occurrence la cémentite, c'est un carbure qui requiert des températures moyennement élevées, pas si élevées pour être décomposé. À l'inverse, des carbures comme le carbure de vanadium, de tungstène, de titane et de molybdène requièrent des températures plus élevées pour être décomposés et réussir à dissoudre le carbone dans l'austenite. Et ça, c'est fondamental. Donc, ce que vous voyez ici, je vais revenir sur cette importance-là. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en plus de la résistance mécanique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les aciers fortement liés à l'état trempé et revenu possèdent de très fortes résistances à l'usure, due à la présence d'un très grand nombre de carbures disséminés. Donc là, on peut penser à des applications comme des mèches, des lames de scie. Donc, pensez aux applications pour lesquelles ça demande une très forte résistance à l'usure, une très forte dureté. Donc, on pense tout de suite aux outils. Donc, des mèches, des lames surtout, ou des poinçons dans les opérations de laminage à chaud aussi. Donc, une matrice, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une matrice typique d'un acier à forte teneur en carbone, ayant subi la trempe et le revenu de durcissement. On voit les zones blanches que vous voyez, ce sont des carbures qui sont disséminés à travers une matrice constituée d'un mélange de martensite revenu, de bénite, de ferrite et de perlite. Et là, c'est ici, là, on va comprendre un petit peu mieux l'importance de ce type d'acier-là dans certaines applications stratégiques. C'est que la stabilité des carbures, tungstène, carbure de vanadium, carbure de molybdène, représente un grand avantage pour certaines applications outils, comme les mèches, les lames à coupe rapide et les moules de fonderie. J'aurais pu aussi rajouter dans la liste les marteaux ou les poinçons de déformation à chaud, devant conserver leur dureté à haute température. Donc, je vous mets en photo des mèches. Quand on parle de lames de carbure ou des mèches au carbure, ben là, vous savez maintenant à quoi ça fait référence. Donc, ce sont des aciers outils qui contiennent des concentrations élevées d'éléments d'alliage carburigène. Donc, on a des aciers qui peuvent contenir jusqu'à 15, 17, 18% de tungstène. Il y a d'autres aciers de la série M, par exemple, qui contiennent jusqu'à 16 à 17% de molybdène. Des aciers contenant une très forte concentration en titane. Donc, il y a différentes catégories d'aciers-outils qui sont classifiés selon la présence de tel ou tel élément. Donc, ce que vous avez ici, ce sont les trois applications dont j'ai énuméré ainsi. Vous avez aussi les moules en acier servant à la fonderie de l'aluminium. Et là, quand j'y pense, là, en donnant mon cours présentement, là, probablement que je pourrais aussi rajouter un poinçon de forgeage pour l'acier, pour lequel ça prend aussi de fortes résistances à l'usure à haute température. Et là, j'explique un petit peu plus au niveau des mèches et des lames.
c'est que pour arriver à couper des matériaux très durs, il faut bien entendu que l'outil soit plus dur que le matériau à couper. Mais pour que ça puisse couper efficacement, ou si on veut aussi plutôt percer un trou dans un matériau très dur avec des mèches très dures, ben ça va mieux lorsque l'outil travaille à haute vitesse. Donc que ce soit pour les mèches ou les scies, d'où l'appellation scie à coupe rapide. Ben, vous imaginez très bien que lorsqu'on fait frotter un matériau sur un autre matériau, ben, vous savez très bien qu'il y a un frottement, la friction génère beaucoup de chaleur. Donc, l'outil, d'autant plus qu'il est mince, dans le cas de la lame, dans le cas des mèches, ça dépend de la grosseur de la mèche, ben, l'outil va s'échauffer beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on chauffe un acier à une certaine température? Lorsqu'on dépasse certaines températures, comme au-delà de 150, 700, 750 degrés C, ben, l'acier devient mou. Les carbures risquent de commencer à se décomposer et l'outil va perdre sa dureté en s'échauffant. Donc, on veut éviter, bien entendu, ce phénomène-là avec les outils comme les lames et les mèches. Et là, vous allez mieux comprendre pourquoi on utilise des éléments d'alliage tels que le molybdène, le vanadium, le tungstène, le titane pour former des carbures. Pourquoi pas utiliser, ne se contenter que de la présence de manganèse ou de fer pour former les carbures? Parce que ces carbures-là se décomposent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à très haute température. Donc, même si l'outil chauffe à très haute température, donc 650, 700, 750 degrés C, les carbures de tungstène, de titane, de molybdène et de vanadium ne se décomposent pas, donc ils demeurent euh, intacts et garantissent en tout temps, même pendant un échauffement important de l'outil, ils garantissent la résistance à l'usure et la dureté de manière à ce que l'outil, son pouvoir de coupe ou son pouvoir de, de, de percer, dans le cas des mèches, puisse être en tout temps garanti lors du travail et garanti pendant une longue durée de mise en service. Donc, ça permet d'une part de réussir la coupe ou le perçage, mais ça garantit aussi une durée de vie de la scie ou de la mèche, une durée de vie très longue. Parce que l'acier ne subit pas l'opération, ne subit pas le phénomène de revenu lors de son utilisation. Donc, la dureté est conservée. Et donc, les lames et les mèches n'ont pas besoin d'être entretenues, réaiguisées de manière pour des fréquences élevées. Donc, ça fait des outils qui sont dispendieux à l'achat, mais qui, à long terme, deviennent rentables parce qu'elles durent très longtemps. Donc, on a moins besoin d'en acheter souvent parce qu'elles s'usent très lentement dû à la présence des carbures en forte concentration et des carbures très stables. Donc, maintenant, je pense que j'ai réussi à vous montrer l'importance des éléments d'alliage carburigène pour certaines applications des aciers. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces aciers-outils-là sont fondamentaux dans la vie moderne. Elles permettent de fabriquer d'autres outils, d'autres objets en acier que vous utilisez comme des pièces de voiture, des pièces d'aluminium, d'acier rentrant dans la fabrication des avions, des trains, de toutes sortes d'objets qui, aujourd'hui, à notre époque, nous semblent normales et acquises, mais qui ont dû être inventées, fabriquées, à partir souvent de l'existence de tels aciers. Donc, il faut comprendre que la vie moderne telle que vous la connaissez aujourd'hui, lorsque vous écoutez, par exemple, des séries ou des films historiques ayant eu lieu il y a 2, 3, 4, 500 ans, 1000 ans, ben, on n'est plus à cette époque. On a nos conditions de vie, vous êtes en mesure de le constater, ont beaucoup évolué depuis ces époques.
Ça a été extrêmement rapide dans les 100-150 dernières années. C'est dû finalement en bonne partie, c'est dû à deux phénomènes. En bonne partie, c'est à la compréhension et développement des aciers qui ont permis la fabrication de toutes sortes de choses qui ont les ponts, les avions, les voitures, qui ont amélioré nos conditions de vie. Et c'est dû aussi à la découverte du pétrole, qui s'est faite un peu par accident au début du 19e siècle, le charbon servant déjà comme combustible pour faire des aciers, par exemple. Mais la découverte du pétrole a permis euh, d'accélérer de manière exponentielle l'amélioration des conditions de vie. On vous dépeint le pétrole aujourd'hui comme quelque chose de inutile ou de dangereux. S'il n'y avait pas eu le pétrole, regardez un film historique des années 1900, vous vivriez exactement de la même façon aujourd'hui si ça n'était pas du pétrole. C'est grâce au pétrole qu'on peut fabriquer les différents métaux de manière économique et rentable, de manière à ce que la plupart des humains, en tout cas, la plupart des citoyens vivant dans les pays développés puissent avoir les moyens d'acheter euh, les voitures, les ordinateurs, les portables. Donc, c'est le pétrole, il était déjà disponible dans le côte terrestre. On n'a pas besoin de fabriquer du pétrole. C'est de l'énergie stockée comme des piles, due à la décomposition qui s'est étendue sur des millions d'années, décomposition de la matière organique qui a vécu il y a des millions d'années, que ce soit la matière provenant de sources végétales ou animales, qui ont été accumulées dans le sol et que c'est sous l'action de la pression, dépendant de la profondeur, c'est décomposé en hydrocarbures. L'hydrocarbure, c'est du carbone, ce sont des molécules carbone-hydrogène. La matière organique, votre peau, vos tissus, vos poumons, le tronc des arbres, les feuilles, ont exactement la même composition chimique que le pétrole, carbone-hydrogène. Oxygène aussi. Donc, le pétrole est tout simplement de la matière organique dans laquelle les molécules se sont liées entre eux par rapport d'énergie solaire, donc à travers ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est de combiner des atomes de carbone et d'hydrogène, et l'énergie que ça prend pour les combiner provient de l'énergie solaire à travers ce qu'on appelle la photosynthèse, qui fabrique à partir de CO2 et de molécules d'eau, qui va combiner ces deux éléments ensemble-là pour faire des molécules organiques plus complexes, donc des chaînes de carbone-hydrogène qui constituent la matière du tronc des arbres, le bois. C'est du CO2 mélangé avec de l'eau combiné à travers la photosynthèse. Et ces molécules-là ont été conservées après la mort des arbres et des espèces animales, ont été conservées à l'intérieur de la croûte terrestre, et aujourd'hui, l'homme a appris à leur ressortir et à aller utiliser l'énergie chimique, parce que c'est littéralement de l'énergie solaire qui a été convertie en énergie chimique à travers les liens carbone-hydrogène que l'on libère en faisant brûler avec l'oxygène de l'air. Et le CO2 qui est produit, il est recapté par les plantes, et c'est ce qu'on appelle le cycle du carbone. Donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le niveau de vie que vous avez, là, le luxe dans lequel vous vivez, si vous comparez, là, si vous écoutez des films historiques des années 1700, 1800, on n'a pas besoin de remonter très très loin dans l'histoire pour mesurer l'ampleur du changement des conditions de vie, de l'amélioration de nos conditions de vie par rapport à ces époques. Donc, ce qui n'est pas enseigné dans les écoles aujourd'hui, c'est que vos conditions de vie, votre télévision, votre cellulaire, vos voitures, les avions, la qualité des bâtiments dans lesquels vous vivez a été possible grâce au pétrole. Donc, aux métaux et au pétrole. Donc, je vais maintenant remonter un petit peu pour histoire de
de clore sur le revenu, j'avais escamoté une certaine partie concernant le revenu d'adoucissement. Donc, je vais développer davantage sur l'effet du revenu sur la dureté de l'acier. Donc, le niveau d'adoucissement de l'acier trempé lors du revenu dépend essentiellement de la température du revenu. Bon, il est alors possible, grâce à une courbe de revenu, donc ça c'est un petit graphique qui est bien utile pour le métallurgiste spécialisé en traitement thermique. Il n'est pas seulement utile, il est essentiel, il est fondamental. La courbe de revenu qui permet de connaître la température de revenu pour atteindre une dureté précise. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est un exemple de courbe de revenu tiré directement du fameux livre Heat Treater's Guide. C'est la courbe de revenu de l'acier 4140. Donc, comme pour les courbes, comme pour les diagrammes TRI, TRC, chaque acier possède sa courbe de revenu. Donc, celle que vous voyez là, c'est l'acier 4140. Donc, une courbe de revenu, c'est une courbe tracée dans un graphique pour laquelle l'axe Y est la température. Non, attendez, c'est l'axe X qui est la température. Normalement, dans le Heat Treater's Guide, vous avez deux échelles de température, une en bas du graphique et une en haut. Celle qui est en haut est graduée en degrés C et l'axe horizontal du bas est gradué en degrés Fahrenheit. Donc, on peut, à travers le graphique, on peut utiliser soit les degrés C, soit les degrés F. On n'a pas besoin de faire de conversion de température. Tempering, température, bien entendu, le Heat Treater's Guide, c'est un volume de l'ASM, c'est un volume américain. Il est donc écrit, bien entendu, en anglais. Donc, ça me permet de dire que tempering, c'est la traduction anglaise de revenu. Donc, quand vous lisez tempering, c'est revenu. Donc, température de revenu. Et sur l'échelle verticale, c'est la dureté. Et là, ça va varier. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains aciers pour lesquels la dureté va être exprimée en Rockwell C, puis d'autres en Brinell. Bon, mais pour nous, là, on est des métallurgistes, là, c'est pas un défi trop pour nous, là, de peu importe dans quelle échelle de dureté, on est capable très aisément, là, avec les connaissances que vous avez, de convertir en utilisant les échelles de conversion, de passer d'une échelle de dureté à l'autre. Donc, dans le cas du 4140, c'est le Brinell qui est utilisé. Donc, ça couvre de 200 à 600 Brinell dans le graphique concernant le 4140. Et là, comment on utilise la courbe de revenu? Bien, elle permet de chercher la température, de déterminer la température qui va me permettre d'avoir une dureté précise que je veux avoir. Donc, si les spécifications d'un acier veut, par exemple, on veut avoir 400 Brinell, on veut que l'acier ait une dureté de 400 Brinell, bon, ben, je peux faire le revenu, je vais tremper l'acier. Ensuite, je vais aller déterminer, avec la courbe de revenu, quelle température je dois faire mon revenu pour que j'ai mon 400 Brinell. Donc, dans l'exemple que je vous donne, là, si je veux avoir 400 Brinell, je lis horizontalement. On va chercher la position sur la courbe, telle que la flèche rouge l'indique. Et là, je m'en vais lire sur l'un des deux axes. Mettons, si je veux en degré C, bien, je vais utiliser l'axe supérieur, l'axe du haut. Et là, je vais lire la température. Soit dit en passant, la température est sur une échelle linéaire. Donc, il y en a certains d'entre vous peut-être qui vont être contents de l'apprendre. Ce n'est pas une échelle logarithmique. Donc, c'est une échelle linéaire. Et on pourrait déterminer, par exemple, dans l'exemple, qu'il faudrait opérer un revenu d'à peu près là, autour de 385 degrés C. Et on aurait notre 400 Brinell. Et là, je vous remontre encore le diagramme de la courbe de revenu du 4140. Je vous montre en même temps que ça, c'est l'extrait complet provenant du Heat Treater's Guide dans la section de l'acier 4140. Il y a le titre, là, c'est Hardness versus Tempering Temperature. Et là, on spécifie que l'acier, avant, a été normalisé à 870 degrés C,
Ensuite, il a subi une trempe à partir de 845 degrés C dans l'huile et tempéré à 56 degrés intervalle. Bon, il y a eu des spécifications. On note même là, le matériel qui a servi à faire la courbe de revenu. Et c'est à partir de ces conditions-là que la courbe de revenu elle est valide. Donc, et là, je vais vous expliquer, il y a un concept lequel il va falloir tenir compte, et je vais prendre le temps qu'il faut pour l'expliquer très bien, d'autant plus que c'est pas uniquement d'un intérêt théorique, c'est d'un intérêt très pratique, parce que vous allez devoir faire ce que je vais expliquer dans les 10 prochaines minutes dans votre examen pratique. Dans votre examen pratique, à la fin de la session, vous allez devoir tremper un acier. Moi, je vais vous demander une dureté précise. Et là, vous comprenez que pour obtenir la dureté que je vais vous demander d'un acier, au départ, il va falloir procéder à une trempe dans le bon milieu de trempe. Et ensuite, vérifier la dureté pour être certain que la trempe a fonctionné. Et ensuite, vous allez devoir procéder à un revenu. Et pour être capable d'atteindre la dureté que je vais vous demander, vous allez devoir bien entendu vous référer à la courbe de revenu de l'acier que vous allez avoir, que vous allez recevoir dans le cadre de votre examen pratique, et aller déterminer la température précise auquel vous allez devoir régler votre four pour atteindre la dureté que je vais vous demander. Maintenant, ce qui est important de savoir et de souligner, c'est que la dureté que vous voyez au plus haut de la courbe, donc autrement dit, là, ça correspond à un revenu de 400 degrés F. À 400 degrés F, ça correspond à un petit peu moins, autour de 200 degrés C. En bas de 200 degrés C, comme on l'a vu dans la capsule précédente, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Donc, si vous mettez un acier à 150 qui a été trempé, la plupart des aciers, il n'y aura pas de perte de dureté. La température est insuffisante pour permettre le délogement des atomes de carbone des sites octaédriques du réseau quadratique centré, donc il n'y aura pas d'adoucissement. Dans le cas du 4140, c'est vraiment à partir de 200 degrés C que là, on va commencer à être témoin d'un adoucissement. Donc c'est pour ça que la courbe ne commence pas à 20 ou à 0, ça ne donne rien. L'adoucissement va commencer à environ 200, donc le graphique commence à peu près à 200 degrés C. D'ailleurs, de sorte qu'on peut considérer qu'à 200 degrés C, la dureté qui est lue sur la courbe correspond à la dureté brute de trempe. Donc, ce qu'on est en mesure de voir ici, c'est que la courbe nous dit que d'un 4140 brut de trempe devrait avoir une dureté d'à peu près 510 brinelles. On voit que la courbe commence à 510 brinelles. Et ça dépend de quoi? Pourquoi c'est à 510 brinelles? Ben, il faut se souvenir que la dureté de la martensite ne dépend que du taux de carbone. Donc, c'est vraiment le taux de carbone qui décide que le 4140, sa dureté est de 510 brinelles. Dans le fond, le 510 brinelles, c'est la dureté de la martensite. Parce qu'on considère qu'à 200, l'acier est à 100% martensite encore, puis qu'il n'a pas été appauvri en carbone. Donc, il a conservé sa dureté jusqu'à 200, à partir de l'état trempé. Donc, là maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aciéries, quand ils fabriquent du 4140, ils disposent d'une marge de manœuvre en termes de composition chimique. Et entre autres aussi en termes de teneur en carbone. Donc, oui, un 4140, le 4140, il veut dire 0,4% de carbone. Mais en réalité, les aciéries disposent d'une marge de manœuvre. Ils ont la responsabilité, aux autres, en tout cas les aciéries, ce qu'ils s'efforcent de faire, ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer que le carbone soit inclus entre 0,38 et 0,43. Ça, c'est les exigences des normes en vertu de l'AISI, du SAE, qui sont respectivement les regroupements des aciéries américaines, l'AISI, et la SAE, c'est le regroupement des producteurs
automobiles américains, entre autres GM, Chrysler, Ford, qui sont les trois principaux. Donc, eux, ils se sont entendus parce que pendant très longtemps, depuis les années 30, 40, c'est de loin les producteurs automobiles qui consommaient le plus d'acier. Donc, ils ont émis les aciéristes qui fournissaient les aciers aux constructeurs automobiles ont spécifié aux constructeurs automobiles, justement, que pour faciliter les opérations au niveau aciérie, ben, il était plus facile, plus aciériste, de disposer de marge de manœuvre. Parce que il est impossible de contrôler parfaitement des opérations de fonderie, d'élaboration d'acier, de manière à ce que chaque charge puisse avoir exactement 0,4 carbone d'une coulée à l'autre pendant un an. Donc, et là, les constructeurs automobiles ont accepté ça, et puis de sorte qu'une aciérie a le droit de vendre un acier qui possède entre 0,8 et 0,43 carbone et de le vendre et de le faire certifier comme étant un 4140. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la courbe de revenus a été fabriquée avec des aciers contenant quelque chose, ben, normalement c'est proche du 0,4. Mais moi, si j'achète un 4140, il se pourrait très bien qu'en réalité il est 0,43. Donc la courbe de revenus dans le Heat Treaters Guide n'est pas tout à fait exacte en rapport avec l'acier que j'ai acheté. Donc, autrement dit, tout dépendant de la teneur en carbone de l'acier que moi j'utilise, que j'ai acheté, avec lequel je vais faire un traitement thermique et pour lequel je dois atteindre une dureté précise, ben, il faut considérer que la courbe de revenus dont je dispose dans le livre de l'ASM, ben, elle est centrale. Donc, en réalité, la courbe de revenus de l'acier que j'ai elle doit être incluse entre les deux limites, entre celle concernant 0,38 et celle concernée par 0,43. Donc, si mon acier est exactement 0,38, faudrait que je travaille avec une courbe de revenus qui est corrigée vers le bas. Ou, si à l'inverse, j'ai une teneur en carbone qui est supérieure à 0,4, donc mettons 0,43, il faudrait que je travaille avec une courbe qui est corrigée vers le haut à partir de la courbe centrale disponible dans le livre de l'ASM. Donc, ça, il va falloir le faire aussi dans votre examen pratique, pour aller chercher de la précision, pour augmenter vos chances d'atteindre la dureté que je vous donne. Comment on fait ça? Ben, c'est relativement simple. Donc, il faut connaître la dureté obtenue à l'état brut de 30 pour savoir si la hauteur de la courbe doit être ajustée et si oui, de combien. Donc, la seule façon de savoir s'il faut corriger la courbe, et s'il faut la corriger vers le haut ou vers le bas, puis de combien, il faut connaître la dureté de notre acier brut de trempe. Donc, pendant votre examen pratique, là, vous allez tremper votre acier. Puis, OK? Là, c'est là que vous allez devoir déterminer si c'est de l'eau ou de l'huile que vous devez utiliser. C'est assez simple. Quand c'est un acier ordinaire qui ne contient pas d'éléments d'alliage, comme le 1045 par exemple, ben, ça prend de l'eau. Puis si c'est un alliage, un micro-allié comme le 4340, le 5200, le 4140, le 4130, donc un acier qui ne commence pas par 1, donc par 4 ou par 5 ou par 6, ben, il faut le tremper dans l'huile. Donc, s'il commence par 1, comme le 1045, ou le 1050, ou le 1030, ou le 1080, ou le 1060, ben, il faut le tremper dans l'eau. OK? Puis si vous faites les choses correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre four est à la bonne température, que votre acier est suffisamment longtemps dans le four, que lorsque vous sortez la pièce, vous la sortez suffisamment rapidement, puis vous la plongez dans le bon milieu de trempe, puis vous faites vos petits 8 pendant 10-20 secondes. Si vous faites tout ça, vous devriez avoir la bonne dureté. Votre acier devrait être trempé correctement, donc, et avoir atteint la dureté, la vraie dureté brute de trempe de votre acier. Bien entendu, vous allez devoir aller vérifier cette dureté-là pour confirmer que la trempe a réussi, mais aussi pour connaître si vous devez corriger la courbe de revenus, pour savoir si vous devez corriger de combien. Bien entendu, comme vous l'avez fait au lab numéro 2, vous devez surfacer, enlever suffisamment, donc un bon 0,5 mm,
Vous devez surfacer les deux côtés de votre pion, donc de façon à ce qu'il n'y ait plus de calamine d'un côté comme de l'autre. Et vous devez surfacer davantage la surface sur laquelle vous avez prévu faire vos empreintes de dureté pour sortir de la zone décarburée. Donc, si vous faites tout ça, le résultat que l'appareil de dureté va vous donner devrait correspondre à la dureté de la martensite de votre acier. Et là, vous allez comparer, vous allez arriver avec votre résultat de dureté. Vous allez, dans le cas du 4140, vous allez devoir correctement, parce que vous allez prendre votre dureté en recoil C avec nos appareils. Vous allez devoir utiliser la charte de conversion pour aller chercher en Brinell. Et là c'est là que vous allez le savoir si vous devez corriger. Admettons que ça donne là, que votre acier, là, il vous donne à l'état trempé exactement 510 Brinell. Puis là, vous arrivez sur la courbe dans le Heat Tutor's Guide, puis hop, j'atteins là ma dureté sur l'axe de 400, sur l'axe complètement vertical. Ma courbe commence exactement à l'endroit de ma dureté de mon échantillon. Ça, là, si ça arrive, vous êtes chanceux. Vous n'avez pas besoin de corriger la courbe. Par contre, il y a beaucoup plus de chances que vous devez la corriger. Donc, je vous donne un petit exemple. Admettons que vous prenez la dureté de votre acier après la trempe, après avoir bien surfacé, après avoir bien enlevé du métal pour sortir de la zone de carburé. Vous avez vérifié votre appareil de dureté avec un standard. Donc, vous êtes certain que votre échantillon y est bien trempé, que vous êtes sorti de la zone décarburée, que votre appareil de dureté, il fonctionne bien, qu'il est bien calibré parce que vous avez vérifié avec un standard. Donc, vous voyez toutes les mesures qu'il faut prendre là, pour être certain d'arriver à la toute fin à la dureté que je demande. Donc là, après ça, vous mesurez votre dureté en recoil C, vous faites la conversion sur la charte, vous arrivez à 530. Et là, vous vous apercevez, oh, 530, j'arrive plus haut que la courbe, que le début de la courbe. Donc, vous voyez, la flèche, elle pointe directement sur 530. Mais la courbe, elle commence à 510. Ça veut dire qu'il va falloir corriger la hauteur de la courbe de revenu vers le haut. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous placez à 530 correctement sur l'échelle de la courbe de revenu dans le livre, avec une règle. Vous faites une petite règle de 3, là, entre 500 et 600. Vous allez voir, donc c'est proportionnel. Là. Faites une règle de 3. Mesurez la distance en millimètres entre 500 et 600 sur votre graphique. Puis vous allez voir à combien de millimètres par rapport à 500, ça correspond le chiffre 530. Donc, et là, après ça, vous le placez par un trait noir. Et là, vous allez mesurer en millimètres, avec votre règle, la distance entre le début de la courbe, à 510, et le 530. Et, mettons que ça donne 6 mm. Là. Okay? Et là, vous allez devoir tracer une deuxième courbe en haut de la courbe d'origine de la courbe de revenu déjà présente dans le livre, le Tutor's Guide, et aller mesurer, aller faire 2 points ou quelques points de 6 mm sur toute la longueur de la courbe et retracer une nouvelle courbe. Comme ça. Et la mettre en hauteur. Donc, on corrige la courbe. Ajustement de la courbe de revenu. Comme ça. Et là, ça devrait donner quelque chose du genre. Donc, on a monté la courbe de 6 mm partout. Et là, maintenant, notre courbe de revenu de travail va être celle qu'on a corrigée, qui était représentée en jaune là, sur ma présentation. Et là, moi, si je vous demande 400 Brinell, bien là, vous allez, plutôt que d'utiliser la courbe du livre, vous allez vous mettre à 400, puis vous allez lire sur la courbe à vous, que vous avez corrigée, puis là, on tomberait à peu près, c'est la deuxième flèche, là, on tomberait à peu près une température de 425 degrés C. Mais si on n'avait pas fait la correction de la courbe, si on n'avait pas tenu compte du taux de carbone de l'acier que je vous donne, que nous on a acheté au département, qui est manifestement plus riche en carbone que l'acier qui est utilisé par l'ASM pour fabriquer la courbe, ben, vous auriez déterminé plutôt que la température de revenu requise était autour de 390. Donc, vous voyez, c'est quand même un écart de 35 degrés C. Vous ne seriez pas du tout arrivé à la bonne dureté. Donc, vous seriez arrivé à une dureté plus élevée. Parce que
vous auriez eu un écart de dureté, donc vous seriez éloigné de la dureté que je vous demande. C'est ce qui serait arrivé. Parce que à 390, on obtient une dureté plus élevée. Donc vous n'auriez pas eu 400 brinelles, vous auriez eu une dureté d'à peu près 420 brinelles. C'est quand même un écart assez important. Donc vous voyez l'importance de tenir compte de la dureté de notre acier, du taux de carbone qu'on mesure. Dans le fond, quand vous mesurez la dureté après la trempe, avant le revenu, c'est une évaluation, vous faites une évaluation directe du taux de carbone réel que dans votre acier. Parce qu'on aurait pu s'y prendre autrement pour corriger la courbe de revenu. On aurait pu faire une spectrométrie. On aurait pu aller au spectromètre à émission optique et mesurer le taux de carbone précis au lieu de faire une dureté brute de trempe. Mais moi, c'est un cours de traitement thermique, donc je vous demande d'évaluer le taux de carbone par la prise de dureté à l'état brut de trempe. Donc c'est ce que... Donc la dureté, mais vous n'avez pas besoin de connaître le pourcentage en carbone. Du coup, vous avez la dureté, vous allez sur le graphique, la courbe de revenu, puis vous allez démarrer la courbe au niveau de dureté que vous avez mesuré à l'état brut de trempe. Donc, pour clore sur le sujet des revenus, quelques petites informations aussi utiles. Ce qui est important de dire au niveau des opérations, c'est que la chute de dureté pendant les revenus est assez rapide dans le temps. Donc, dès les premières minutes, là, la chute de dureté s'opère. Et elle ralentit au fur et à mesure que le temps avance. Même qu'au bout d'une heure, il n'y a plus beaucoup d'évolution. Donc, il est inutile de prolonger la durée du revenu au-delà d'une heure. Parce qu'on a atteint pas mal la dureté que l'acier est capable d'avoir après une heure de revenu. De sorte que, tout dépendant de la massivité des pièces, là, c'est sûr qu'il faut tenir compte de la grosseur des pièces parce que la chaleur, elle, après un certain temps, les pièces massives, c'est sûr qu'on va assurer des revenus plus élevés, le temps de revenu plus élevé. Mais quand que ça dépasse pas 2 pouces, c'est 1 heure le revenu. Donc c'est 1 heure par pouce d'épaisseur, autrement dit. C'est la même règle qui s'applique que pour la trempe. Nous, les échantillons qu'on utilise, les éprouvettes de traction, au lame numéro 3, la section la plus épaisse, c'est 3/4 de pouce au niveau des filets. Puis c'est 5/8e, non, c'est-à-dire 3/8e, 5/16, je me rappelle plus. 5/16e de pouce, ouais, c'est ça, au niveau de la partie centrale. Donc, 1 heure de revenu dans le cas de nos éprouvettes, c'est amplement suffisant. Donc, je pense que j'ai pas mal complété à ce stade-ci le sujet sur les revenus. De sorte que je peux me permettre de dire maintenant à ce niveau-ci que je vais clore la troisième et dernière capsule de la semaine numéro 5. Et la semaine prochaine, je commencerai à commencer à rentrer dans le sujet de ce qu'on appelle la trempabilité des aciers. Mais avant de traiter pleinement la trempabilité, il faut aller étudier de quelle façon les éléments d'alliage vont influencer le traitement thermique et la trempabilité. Donc, ça va être le sujet central de la semaine prochaine. C'est l'effet des éléments d'alliage sur la trempabilité des aciers. Donc, là-dessus, bonne fin de semaine. Voilà.